J'ai ouvert le journal de soins à la dernière entrée que j'avais écrite. Février. Sa respiration. La fenêtre calée à quelques centimètres avec un livre. La qualité de la lumière du matin. Je l'ai refermé. Je dois te parler du moment où j'ai failli ne pas tenir. Parce que tout ce que j'ai décrit, le notaire, le document, le visage de Corinne, ce n'était pas le moment le plus difficile. Le moment le plus difficile était plus petit que tout ça. C'était 2 jours après le départ de Maître Aubert. J'étais seule sur l'île. Corinne et Olivier avaient pris le bateau de l'après-midi le jour même de la lecture, sans dire au revoir. Le lac était devenu gris et complètement plat, comme il l'est en février tardif, quand le temps ne sait pas ce qu'il veut. Je lavais une des tasses d'Henri à l'évier, la tasse en grès avec une ébréchure sur l'anse qu'il refusait de jeter parce que Marguerite la lui avait donnée. Et j'ai regardé par la fenêtre vers l'embarcadère et j'ai pensé « Il ne sera pas là demain non plus. Pas l'île, pas le testament. Lui. Le poids spécifique de sa présence sur l'embarcadère le matin, les mots croisés au stylo, la façon dont il prononçait mon prénom comme si c'était une phrase complète. J'ai posé la tasse et je me suis assise sur le sol de la cuisine. Pas de façon dramatique. Je me suis juste assise. Et je suis restée là un moment, sur le carrelage froid, le dos contre le placard, à regarder le dessous de la table de cuisine où j'avais mangé 100 repas et tenu une année entière de notes, et regarder mon grand-père devenir peu à peu moins lui-même, et entièrement autre chose que je n'ai pas pu nommer jusqu'à ce que j'arrête d'essayer. C'est ce passage que je veux que tu gardes avec toi une seconde, parce que je le pense vraiment. Les gens qui restent ne sont pas des saints. Ils ne jouent pas la noblesse. Ce sont des gens qui aiment quelqu'un et ne trouvent pas l'interrupteur pour éteindre ça. Et c'est à la fois la chose la plus ordinaire du monde et la plus extraordinaire. Si tu as jamais été cette personne, si tu as jamais été celle qui reste dans une pièce que tout le monde a trouvé une raison de quitter, appuie sur j'aime. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, parce que la suite de cette histoire est pour toi. Je me suis levée du sol, j'ai lavé la tasse, je l'ai rangée sur l'étagère avec l'ébréchure visible, comme Henri la gardait. Je suis allée me coucher. Je dois te parler de Corinne, pas la version que je me suis construite dans les moments de colère, mais la vraie. Parce que la vraie est plus complexe et, au bout du compte, plus juste. Corinne a grandi dans le même appartement que moi. Elle a vu la même économie, le même silence, le même père qui ne disait rien quand il aurait fallu parler. Mais elle avait 7 ans de plus, ce qui signifie qu'elle a vu davantage avant d'être assez vieille pour le comprendre, ce qui signifie que ça l'a touchée différemment. Elle avait compris, au moment où j'étais assez grande pour remarquer quoi que ce soit, que la sortie passait par devenir quelqu'un que le monde ne pouvait pas ignorer. Alors elle l'a fait. Elle a construit une vie qui ne ressemblait pas à Aurillac par la seule force de sa volonté. Et elle a protégé cette vie avec tout ce qu'elle avait, parce qu'elle avait appris à un âge précis et formateur que si on laisse les choses s'approcher, elles coûtent quelque chose. Elle aimait Henri, je le crois. Je ne pense pas qu'elle aurait contesté le testament si elle ne l'avait pas aimé, parce qu'on ne se bat pas pour des choses qu'on n'a jamais voulues, ce qu'elle ne pouvait pas faire. Ce qui semblait génuinement au-delà d'elle, c'était de rester assise avec lui pendant qu'il disparaissait. La démence la terrifiait d'une façon qu'elle ne pouvait pas gérer, recadrer ou tenir à distance, parce que la démence ne répond pas à l'efficacité. Elle prend ce qu'elle prend, à son propre rythme, et Corinne avait passé 20 ans à construire une vie où c'est elle qui fixait le rythme. Alors elle a confié la chose qu'elle ne pouvait pas faire à la personne dont elle savait qu'elle le ferait. Et elle s'est dit que c'était une décision pratique, une répartition raisonnable des rôles. Et je pense vraiment qu'elle y croyait. Elle avait tort. Mais elle n'était pas malveillante. Elle avait peur et elle était égoïste. Et ces deux choses ne sont pas la même chose que la méchanceté.
même quand elles causent les mêmes dégâts. Je me suis assise avec cette compréhension dans ma voiture, sur le parking du port d'Embrun, une semaine après la lecture, à attendre une traversée retardée par le vent. Je me suis assise avec ça, comme on s'assoit avec quelque chose qu'on sait être vrai, mais qu'on n'a pas fini de ressentir. Elle avait peur. Elle m'avait donné sa peur et l'avait appelée une mission. Et mon grand-père, qui avait vu exactement ce qui se passait, qui l'avait vu toute sa vie de la façon particulière dont les vieilles personnes qui t'aiment voient les choses pour lesquelles tu n'as pas encore les mots, avait fait en sorte que ce que j'avais donné ne puisse pas être repris. Le moteur du bateau a démarré. La passerelle s'est baissée. Je suis restée dans ma voiture sans bouger un moment, et j'ai senti, sous l'épuisement et le deuil et les résidus compliqués de la semaine écoulée, quelque chose commençait à se déposer. Pas la paix exactement, pas encore, mais son commencement, la première couche. Je suis rentrée à Rion. J'avais besoin d'être quelque part où je pouvais penser sans que l'île pense en retour, sans que chaque coin contienne un souvenir précis, sans que le lac donne son avis à toute heure. Mon appartement me semblait plus petit que dans mon souvenir. Ma Clio me semblait plus vieille. J'ai fait du thé et je me suis assise sur mon canapé et j'ai regardé mes mains, la fine chaîne dorée du collier, la montre argentée au cadran griffé, les articulations légèrement rugueuses de quelqu'un qui a passé 1 an à faire un travail physique, intime et invisible. J'ai pensé à ce qu'Henri avait dit à Noël. Tu es là, à chaque fois, sans qu'on ait besoin de te le demander. J'avais passé 34 ans à croire qu'être celle qui est là était simplement qui j'étais, un fait de mon caractère, comme la couleur des yeux, comme la taille. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que c'était aussi un choix, que chaque fois que j'avais dit oui quand quelqu'un avait besoin de moi et que personne d'autre ne se proposait, je prenais une décision active sur ce que je valorisais, sur ce que l'amour demandait selon moi. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que quelqu'un regardait, que quelqu'un tenait le compte, pas de façon transactionnelle, pas comme un grand livre à équilibrer, mais de la façon dont on tient le compte des choses qui comptent pour soi. De la façon dont Henri avait construit cet embarcadère, pièce par pièce, parce qu'il pensait qu'un jour, quelqu'un qui en valait la peine voudrait s'y tenir. Il avait construit quelque chose pour moi aussi, silencieusement, sans annonce, 14 mois avant que j'en aie besoin. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à regarder les documents du service du cadastre pour l'île Verret. Puis j'ai refermé l'ordinateur. Ça pouvait attendre. J'ai ouvert le journal de soins à la place. Je me suis assise sur mon canapé à Rion et je l'ai lu depuis le début. Je ne suis pas retournée sur l'île immédiatement. Je veux être honnête là-dessus, parce que l'histoire serait plus nette si je l'avais fait. Si j'avais simplement fait demi-tour et pris la route vers le sud et me suis tenue sur l'embarcadère au lever du soleil avec un sentiment d'arrivée. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée à Rion et j'ai passé 6 semaines à être une personne qui possédait une île et n'avait aucune idée de ce que faire de cette phrase. J'ai trouvé un poste à mi-temps dans une structure de soins à domicile à Gap. Travail administratif à distance pour commencer, sur site ensuite. J'ai appelé un artisan dans les Hautes-Alpes qui était vivement recommandé par l'homme qui gérait les traversées depuis le port d'Embrun et connaissait tout le monde dans un rayon de 100 km. J'ai fait des listes, j'ai rayé des choses, j'ai refait des listes. Je suis au fond quelqu'un qui traite le deuil en s'assurant que les choses pratiques sont gérées, parce que quand le souffle de ton père flanchait et que ta mère fait un AVC et que l'esprit de ton grand-père commence à partir avant son corps, tu apprends que quelqu'un doit être celui qui appelle le bon numéro. J'avais toujours été cette personne. Je l'ai resté. J'ai juste commencé à le faire pour moi-même. Corinne a contacté un avocat à Paris. Je le sais parce que Maître Aubert m'a appelé 3 semaines après la lecture, de sa façon tranquille et sans hâte, pour me faire savoir qu'un courrier avait été envoyé à son cabinet contestant le testament pour cause d'influence indue. Il m'a expliqué ce que ça signifiait.
que l'argument serait que j'avais manipulé Henri pendant une période de capacité diminuée pour qu'il modifie son testament en ma faveur. Je suis restée avec le téléphone contre l'oreille et j'ai regardé le journal de soins sur ma table basse. « Qu'est-ce que je dois faire ?» j'ai demandé. « Je veux te dire ce que ça a fait de lire le journal d'Henri. Maître Aubert m'en a envoyé une copie. L'original est resté chez lui pour la procédure. Et je me suis assise à ma table de cuisine, à Riom, un mercredi soir de mars, avec une tasse de thé qui a refroidi pendant que je lisais. Son écriture était la même qu'elle avait toujours été, délibérée, légèrement formelle, l'écriture d'un homme qui avait appris la calligraphie à l'école du village et ne voyait aucune raison de l'abandonner. Les entrées n'étaient pas longues. Ce n'était pas un homme qui utilisait beaucoup de mots quand moins suffisait. Mais elles étaient précises, et elles étaient spécifiques, et elles étaient entièrement, incontestablement Henri. 14 février. Élise a fait de la soupe. Elle a trouvé la recette de Marguerite dans le tiroir. Je ne lui avais pas dit pour le tiroir. Elle l'a trouvée seule. 3 mars. Mauvaise journée. Élise s'est assise devant ma porte jusqu'à presque 4 heures du matin. Elle ne savait pas que je l'entendais respirer. Ça m'a aidée. 22 juin. J'ai demandé à Élise si elle regrettait d'être là. Elle a dit non. Je la crois. C'est le genre de personne qui ne dit pas les choses qu'elle ne pense pas. 9 août. Appelez Aubert. Je lui ai parlé du journal. Il le conservera. 25 décembre. Bonne journée. On a fait la daube de Marguerite. J'ai dit à Élise ce que j'ai toujours pensé d'elle. J'espère qu'elle l'a entendu. Elle s'est tue, ce qui veut dire que oui. J'ai relu cette dernière entrée 3 fois. Puis j'ai posé le journal face contre la table et j'ai regardé le plafond un moment. Il avait tout documenté. Pas pour le testament était déjà écrit. Il avait documenté parce qu'il voulait qu'une trace existe, parce qu'il comprenait, de la façon dont les gens qui ont vécu assez longtemps comprennent les choses, que le travail invisible de l'amour a besoin d'un témoin, même si ce témoin n'est qu'un cahier à spirale, tenu par un vieil homme avec un stylo plume, dans une maison sur une île au milieu d'un lac. La contestation a été abandonnée 6 semaines plus tard. Maître Aubert m'a appelé un mardi matin. Mes mardis, j'ai remarqué, ont tendance à être significatifs, et me l'a annoncé en 4 phrases. La documentation du médecin, le testament daté, et le journal ensemble formaient un dossier sans ambiguïté. L'avocat de Corinne lui avait conseillé de ne pas poursuivre. « C'est terminé », a dit Maître Aubert. « Merci », j'ai dit. « Ne me remerciez pas, j'ai juste gardé le dossier. » J'ai entendu ce qui s'est passé ensuite par Madeleine Cornu, la voisine d'Henri, une institutrice retraitée qui vivait sur la rive est du lac et le connaissait depuis 30 ans et qui m'appelait toutes les 2 ou 3 semaines pour prendre des nouvelles, ce dont j'avais besoin plus que je ne l'avais anticipé. Madeleine m'a dit que la nouvelle avait circulé dans la communauté autour de Serre-Ponçon, de la façon dont les nouvelles circulent dans les petits endroits au bord de l'eau, pas par annonce, mais par accumulation, une conversation à la fois, jusqu'à ce que la forme de la chose soit généralement comprise, sans que personne ait tenu de réunion. Les gens savaient qu'Henri avait laissé l'île à la petite fille qui était là. Les gens savaient que l'autre petite fille avait contesté et avait perdu. Les gens savaient ce que ça voulait dire. Madeleine n'a pas commenté. Elle m'a juste dit ce qu'elle avait entendu. Mais vers la fin de l'appel, elle a dit doucement « Les gens avaient un grand respect pour lui. Et tout l'hiver, il pouvait voir la lumière allumée dans la maison. » Je n'ai pas célébré. Ce n'est pas quelque chose que je sais faire avec la souffrance de quelqu'un avec qui j'ai grandi, même quand cette souffrance est la conséquence de ses propres choix. Ce que j'ai ressenti, c'est quelque chose de plus proche d'un soulagement triste et précis. Le soulagement d'une histoire qui arrive à sa vraie forme, même quand la vraie forme coûte quelque chose à tout le monde. Mon père est dans une unité de soins spécialisée à Clermont-Ferrand. Je lui rends visite toutes les semaines. Il ne me reconnaît pas toujours. Certains jours, il croit que je suis ma mère, ce qui est un deuil d'une texture bien particulière.
Mais certains jours, il me regarde et dit mon prénom, Élise. Et je reste avec lui, et on regarde ce qu'il y a à la télévision, et parfois, il tient ma main sans savoir qu'il le fait. Je te dis ça parce que je pense qu'il serait facile d'entendre cette histoire et de croire que je suis devenue quelqu'un qui a arrêté d'être disponible pour des gens qui ne l'ont pas mérité pleinement. Que j'ai appris une leçon sur le fait de ne donner qu'à ceux qui rendent, sur la protection de son énergie, sur l'arithmétique transactionnelle de l'amour. Ce serait une histoire plus simple. Ce ne serait pas la mienne. Je suis encore là. Je sais juste maintenant que l'être est un choix, que ce n'est pas une inévitabilité inscrite dans mon caractère par le hasard, d'être la facile, la flexible, celle sans enfant. C'est quelque chose que je décide, chaque fois, en sachant pleinement ce que ça coûte et ce que ça signifie. Cette distinction, entre une vie qui t'arrive et une vie que tu continues de choisir, c'est la chose que le journal d'Henri a rendue réelle pour moi, d'une façon que rien d'autre n'avait faite. Corinne m'a appelée en avril. C'était la première fois qu'on se parlait depuis la lecture. Elle a appelé un dimanche matin et j'ai vu son nom sur l'écran et j'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Pas par spite, mais parce que j'avais besoin de ces 2 sonneries pour décider qui j'allais être dans cette conversation. J'ai décroché. Elle n'a pas dit pardon exactement. Corinne ne fait pas les excuses exactes. Elle fait quelque chose d'adjacent, quelque chose qui reconnaît une vérité sans l'habiter complètement. Elle a dit « Je pense que je me suis mal comportée ». J'ai dit « Oui, tu t'es mal comportée ». Silence. « Je ne pouvais pas être là », a-t-elle dit, « avec lui comme ça. Je ne pouvais pas regarder ça. » « Je sais », j'ai dit. Et je savais vraiment. C'était la partie compliquée. J'aurais dû trouver un moyen. Oui. Un autre silence. Puis, la maison va bien? L'île? Et quelque chose dans cette question. Sa petitesse, son côté domestique, le fait que c'était la seule façon qu'elle avait de me demander si j'allais bien, m'a fait ressentir quelque chose qui n'était pas de la chaleur exactement, mais qui lui était adjacent. Le résidu d'une enfance partagée. Les 2 gâteaux du commerce et les 2 façons différentes de survivre au même appartement. La maison va bien, j'ai dit. L'embarcadère a besoin de travaux au printemps. Henri l'aurait fait lui-même, a-t-elle dit. Oui, j'ai dit. Il l'aurait fait. On a parlé encore 11 minutes. Pas du testament, pas de l'avocat, pas de rien de tout ça. On a parlé de notre père, l'établissement, les bons jours, la façon dont il tient parfois la main de quelqu'un sans savoir qu'il le fait. Ce n'était pas une réconciliation. C'était quelque chose de plus honnête que ça. 2 personnes qui partagent une histoire, reconnaissant que l'histoire est réelle, sans prétendre que le reste ne l'est pas. Je ne sais pas ce que Corinne et moi serons l'une pour l'autre à l'avenir. Je ne joue pas le pardon et je ne joue pas la distance. Je laisse juste être ce que c'est, un appel du dimanche à la fois, et je vois ce que ça devient. Je suis retournée sur l'île en mai. L'artisan avait fait les travaux de structure pendant l'hiver. Nouvelle isolation, électricité mise aux normes, l'embarcadère réparé et prolongé légèrement plus loin qu'avant. Je suis descendue du bateau un mardi matin avec 9 cartons et un sac de voyage, et une plante que j'avais maintenue en vie dans mon appartement de Riom pendant 4 ans et qui méritait, j'avais décidé, de vivre quelque part avec une meilleure lumière. La maison sentait le bois et l'air froid, et quelque chose en dessous que je n'ai pas pu nommer pendant les premiers jours, et que j'ai reconnu le 4e matin. Elle sentait lui. Pas un parfum, pas quelque chose de précis, juste l'atmosphère particulière d'une vie vécue délibérément dans un endroit pendant très longtemps. J'ai posé le journal de soins sur la table de cuisine. J'ai remis la boîte de recettes de Marguerite dans le tiroir où je l'avais trouvée. J'ai posé ma montre sur l'étagère à côté de celle d'Henri, que j'avais rapportée du continent dans une petite pochette en velours que Maître Aubert m'avait donnée lors de notre dernière rencontre. 2 montres, la même étagère, la même lumière. J'ai fait du café. Je me suis tenue à la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé le lac faire ce que fait le lac,
bouger, constamment, dans toutes les directions, sans aucun souci apparent pour ce que quelqu'un sur la rive pourrait préférer. J'ai pensé à Henri. Pas à son manque exactement, même si il me manque, chaque jour, de la façon spécifique et ordinaire dont manque quelqu'un qui était ton repère le plus sûr. J'ai pensé à ce qu'il avait dit sur l'embarcadère en juillet, des années avant tout ça. Tout ce que j'ai jamais construit, je l'ai construit parce que j'espérais qu'un jour, quelqu'un qui en valait la peine voudrait s'y tenir. Je suis là. Je le sais maintenant. Pas comme une récompense, pas comme un verdict sur quelqu'un d'autre, mais simplement comme la chose la plus vraie sur où je suis. J'ai 34 ans. J'ai une Renault Clio avec 134 000 km au compteur. J'ai une plante sur le rebord de la fenêtre qui se porte déjà mieux dans cette lumière. J'ai une table de cuisine et un journal Marine et 2 montres sur une étagère et une vue sur l'eau qui va jusqu'à l'horizon. Et j'ai, pour la première fois de ma vie, la sensation spécifique et sans hâte d'être exactement là où j'ai décidé d'être. Je m'appelle Élise Marchetti, j'ai 34 ans, et pour la première fois, cette phrase me semble complète. Mais laisse-moi te dire ce que je n'ai pas encore dit. Parce que j'ai raconté les grandes choses, le testament, le document, le journal, et il y a une petite chose que je n'ai pas encore dite, et c'est peut-être la plus importante. Le lendemain de mon retour sur l'île, je me suis levée avant le soleil. Pas parce que je n'arrivais pas à dormir, j'avais dormi, vraiment dormi, pour la première fois depuis des semaines. Je me suis levée parce que quelque chose m'avait réveillée, et je savais, avant même d'ouvrir les yeux, ce que c'était. L'air du lac le matin. J'ai mis du café à chauffer. J'ai pris un manteau sur le crochet derrière la porte, le vieux manteau en laine vert d'Henri, encore suspendu là où il l'avait toujours mis, et que personne n'avait pensé à déplacer. Je l'ai mis. Il était trop large aux épaules, et sentait encore faiblement le bois et le froid, et je l'ai mis quand même, et j'ai pris ma tasse, et je suis sortie. Je me suis tenue sur l'embarcadère dans le noir qui commence à peine à se défaire. Le lac était lisse et gris acier. Les montagnes de l'autre rive étaient des ombres. Il n'y avait pas un bruit, sauf l'eau contre les piliers en bois, ce son régulier et patient qui ne demande rien. J'ai pensé à Henri debout ici. Pas à sa mort, pas à sa maladie, à lui debout ici, à 30 ans, 40 ans, 60 ans, regardant le même lac et pensant ses propres pensées que je ne connaîtrai jamais complètement. À lui construisant cet embarcadère par section, pièce par pièce, parce qu'il pensait que quelqu'un qui en valait la peine voudrait un jour s'y tenir. Je me suis demandé s'il s'était jamais douté que ce serait moi, et puis, doucement, j'ai arrêté de me le demander. Parce que la réponse n'avait pas d'importance. Ce qui avait de l'importance, c'était que j'étais là, que je l'avais décidé, que cette décision m'appartenait entièrement. Pas parce que Corinne n'avait pas voulu, pas parce que j'avais été assignée, pas parce que j'étais la facile et la flexible et celle sans enfant, mais parce que j'avais fait un choix, au bord d'un lac froid un jeudi d'avril, les bras chargés de carton, le cœur chargé de tout le reste, et que ce choix m'avait menée ici. Le soleil a commencé à toucher le haut des montagnes. D'abord une ligne, puis une teinte, puis la lumière qui descend le long des pentes vers l'eau, et change tout doucement la couleur du lac, du gris vers quelque chose que je n'ai toujours pas de mots pour décrire. Pas doré, pas rose, quelque chose entre les deux qui n'existe que quelques minutes et que tu rates si tu regardes ailleurs. Je n'ai pas regardé ailleurs. Il y a une chose que j'ai faite avant de quitter Rion définitivement. Une chose qui ne s'inscrit dans aucune des grandes étapes de cette histoire. Pas le testament, pas le journal, pas l'appel du dimanche avec Corinne. Une chose petite. Je suis retournée voir ma mère. Pas pour lui parler du testament, pas pour lui expliquer quoi que ce soit. Elle savait déjà. Je lui avais tout raconté, en plusieurs appels du dimanche soir au fil des semaines. Elle avait écouté avec le silence de quelqu'un qui reconnaît une histoire qu'elle a vue se construire depuis le début, mais qu'elle ne savait pas comment arrêter.
Je suis allée la voir parce que je voulais m'asseoir à sa table de cuisine. La même table, pas la même que celle d'Henri, une table en formica beige avec des petites marques de tasses en dessous, dans cet appartement d'Aurillac où tout avait commencé. Je voulais boire un café avec elle et ne rien expliquer du tout. C'est ce qu'on a fait. On a bu du café. Elle m'a montré le jardin sur le balcon. Elle avait des tomates cette année, première fois depuis longtemps. Je lui ai dit qu'elles avaient l'air bien. Elle a dit qu'elle ne savait pas encore si elles tiendraient. On a regardé les tomates un moment ensemble, côte à côte sur le petit balcon qui donne sur la rue en pente. Puis elle a posé sa tasse et elle a dit, sans me regarder, « Ton grand-père t'a toujours vue, tu sais, depuis que tu étais petite. Il m'a dit une fois, tu avais peut-être 12 ans, il m'a dit, celle-là, elle sera toujours là quand ça compte. » Je ne savais pas ce qu'il voulait dire à l'époque. Elle a repris sa tasse. Maintenant je sais. Je n'ai rien dit. Je n'avais pas besoin de dire quelque chose. On a regardé les tomates encore un peu, et puis on est rentré à l'intérieur parce qu'il commençait à faire frais, et elle a mis de l'eau à chauffer pour un deuxième café, et j'ai pensé, j'ai ouvert le journal de soins à la dernière entrée que j'avais écrite. Février. Sa respiration. La fenêtre calée à quelques centimètres avec un livre. La qualité de la lumière du matin. Je l'ai refermée. Je dois te parler du moment où j'ai failli ne pas tenir. Parce que tout ce que j'ai décrit, le notaire, le document, le visage de Corinne, ce n'était pas le moment le plus difficile. Le moment le plus difficile était plus petit que tout ça. C'était 2 jours après le départ de Maître Aubert. J'étais seule sur l'île. Corinne et Olivier avaient pris le bateau de l'après-midi le jour même de la lecture, sans dire au revoir. Le lac était devenu gris et complètement plat, comme il l'est en février tardif, quand le temps ne sait pas ce qu'il veut. Je lavais une des tasses d'Henri à l'évier, la tasse en grès avec une ébréchure sur l'anse qu'il refusait de jeter parce que Marguerite la lui avait donnée. Et j'ai regardé par la fenêtre vers l'embarcadère et j'ai pensé « Il ne sera pas là demain non plus. Pas l'île, pas le testament. Lui. » Le poids spécifique de sa présence sur l'embarcadère le matin, les mots croisés au stylo, la façon dont il prononçait mon prénom comme si c'était une phrase complète. J'ai posé la tasse et je me suis assise sur le sol de la cuisine. Pas de façon dramatique, je me suis juste assise. Et je suis restée là un moment, sur le carrelage froid, le dos contre le placard, à regarder le dessous de la table de cuisine où j'avais mangé 100 repas et tenu une année entière de notes, et regarder mon grand-père devenir peu à peu moins lui-même, et entièrement autre chose que je n'ai pas pu nommer jusqu'à ce que j'arrête d'essayer. C'est ce passage que je veux que tu gardes avec toi une seconde, parce que je le pense vraiment. Les gens qui restent ne sont pas des saints. Ils ne jouent pas la noblesse. Ce sont des gens qui aiment quelqu'un et ne trouvent pas l'interrupteur pour éteindre ça. Et c'est à la fois la chose la plus ordinaire du monde et la plus extraordinaire. Si tu as jamais été cette personne, si tu as jamais été celle qui reste dans une pièce que tout le monde a trouvé une raison de quitter, appuie sur j'aime. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, parce que la suite de cette histoire est pour toi. Je me suis levée du sol, j'ai lavé la tasse, je l'ai rangée sur l'étagère avec l'ébréchure visible, comme Henri la gardait. Je suis allée me coucher. Je dois te parler de Corinne, pas la version que je me suis construite dans les moments de colère, mais la vraie. Parce que la vraie est plus complexe et, au bout du compte, plus juste. Corinne a grandi dans le même appartement que moi. Elle a vu la même économie, le même silence, le même père qui ne disait rien quand il aurait fallu parler. Mais elle avait 7 ans de plus, ce qui signifie qu'elle a vu davantage avant d'être assez vieille pour le comprendre, ce qui signifie que ça l'a touchée différemment. Elle avait compris, au moment où j'étais assez grande pour remarquer quoi que ce soit, que la sortie passait par devenir quelqu'un que le monde ne pouvait pas ignorer. Alors elle l'a fait. Elle a construit une vie qui ne ressemblait pas à Aurillac par la seule force de sa volonté.
et elle a protégé cette vie avec tout ce qu'elle avait, parce qu'elle avait appris à un âge précis et formateur que si on laisse les choses s'approcher, elles coûtent quelque chose. Elle aimait Henri, je le crois. Je ne pense pas qu'elle aurait contesté le testament si elle ne l'avait pas aimé, parce qu'on ne se bat pas pour des choses qu'on n'a jamais voulues, ce qu'elle ne pouvait pas faire. Ce qui semblait génuinement au-delà d'elle, c'était de rester assise avec lui pendant qu'il disparaissait. La démence la terrifiait d'une façon qu'elle ne pouvait pas gérer, recadrer ou tenir à distance, parce que la démence ne répond pas à l'efficacité. Elle prend ce qu'elle prend, à son propre rythme, et Corinne avait passé 20 ans à construire une vie où c'est elle qui fixait le rythme. Alors elle a confié la chose qu'elle ne pouvait pas faire à la personne dont elle savait qu'elle le ferait. Et elle s'est dit que c'était une décision pratique, une répartition raisonnable des rôles. Et je pense vraiment qu'elle y croyait. Elle avait tort. Mais elle n'était pas malveillante. Elle avait peur et elle était égoïste. Et ces deux choses ne sont pas la même chose que la méchanceté, même quand elles causent les mêmes dégâts. Je me suis assise avec cette compréhension dans ma voiture, sur le parking du port d'Embrun, une semaine après la lecture, à attendre une traversée retardée par le vent. Je me suis assise avec ça, comme on s'assoit avec quelque chose qu'on sait être vrai, mais qu'on n'a pas fini de ressentir. Elle avait peur. Elle m'avait donné sa peur et l'avait appelée une mission. Et mon grand-père, qui avait vu exactement ce qui se passait, qui l'avait vu toute sa vie de la façon particulière dont les vieilles personnes qui t'aiment voient les choses pour lesquelles tu n'as pas encore les mots, avait fait en sorte que ce que j'avais donné ne puisse pas être repris. Le moteur du bateau a démarré. La passerelle s'est baissée. Je suis restée dans ma voiture sans bouger un moment, et j'ai senti, sous l'épuisement et le deuil et les résidus compliqués de la semaine écoulée, quelque chose commençait à se déposer. Pas la paix exactement, pas encore, mais son commencement, la première couche. Je suis rentrée à Rion. J'avais besoin d'être quelque part où je pouvais penser sans que l'île pense en retour, sans que chaque coin contienne un souvenir précis, sans que le lac donne son avis à toute heure. Mon appartement me semblait plus petit que dans mon souvenir. Ma Clio me semblait plus vieille. J'ai fait du thé et je me suis assise sur mon canapé et j'ai regardé mes mains, la fine chaîne dorée du collier, la montre argentée au cadran griffé, les articulations légèrement rugueuses de quelqu'un qui a passé 1 an à faire un travail physique, intime et invisible. J'ai pensé à ce qu'Henri avait dit à Noël. Tu es là, à chaque fois, sans qu'on ait besoin de te le demander. J'avais passé 34 ans à croire qu'être celle qui est là était simplement qui j'étais, un fait de mon caractère, comme la couleur des yeux, comme la taille. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que c'était aussi un choix, que chaque fois que j'avais dit oui quand quelqu'un avait besoin de moi et que personne d'autre ne se proposait, je prenais une décision active sur ce que je valorisais, sur ce que l'amour demandait selon moi. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que quelqu'un regardait, que quelqu'un tenait le compte, pas de façon transactionnelle, pas comme un grand livre à équilibrer, mais de la façon dont on tient le compte des choses qui comptent pour soi. De la façon dont Henri avait construit cet embarcadère, pièce par pièce, parce qu'il pensait qu'un jour, quelqu'un qui en valait la peine voudrait s'y tenir. Il avait construit quelque chose pour moi aussi, silencieusement, sans annonce, 14 mois avant que j'en aie besoin. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à regarder les documents du service du cadastre pour l'île Verret. Puis j'ai refermé l'ordinateur. Ça pouvait attendre. J'ai ouvert le journal de soins à la place. Je me suis assise sur mon canapé à Rion et je l'ai lu depuis le début. Je ne suis pas retournée sur l'île immédiatement. Je veux être honnête là-dessus, parce que l'histoire serait plus nette si je l'avais fait. Si j'avais simplement fait demi-tour et pris la route vers le sud et me suis tenue sur l'embarcadère au lever du soleil avec un sentiment d'arrivée. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée à Rion
et j'ai passé 6 semaines à être une personne qui possédait une île et n'avait aucune idée de ce que faire de cette phrase. J'ai trouvé un poste à mi-temps dans une structure de soins à domicile à Gap. Travail administratif à distance pour commencer, sur site ensuite. J'ai appelé un artisan dans les Hautes-Alpes qui était vivement recommandé par l'homme qui gérait les traversées depuis le port d'Embrun et connaissait tout le monde dans un rayon de 100 km. J'ai fait des listes, j'ai rayé des choses, j'ai refait des listes. Je suis au fond quelqu'un qui traite le deuil en s'assurant que les choses pratiques sont gérées, parce que quand le souffle de ton père flanchait et que ta mère fait un AVC et que l'esprit de ton grand-père commence à partir avant son corps, tu apprends que quelqu'un doit être celui qui appelle le bon numéro. J'avais toujours été cette personne. Je l'ai resté. J'ai juste commencé à le faire pour moi-même. Corinne a contacté un avocat à Paris. Je le sais parce que Maître Aubert m'a appelé 3 semaines après la lecture, de sa façon tranquille et sans hâte, pour me faire savoir qu'un courrier avait été envoyé à son cabinet contestant le testament pour cause d'influence indue. Il m'a expliqué ce que ça signifiait, que l'argument serait que j'avais manipulé Henri pendant une période de capacité diminuée pour qu'il modifie son testament en ma faveur. Je suis restée avec le téléphone contre l'oreille et j'ai regardé le journal de soins sur ma table basse. « Qu'est-ce que je dois faire ?» j'ai demandé. « Je veux te dire ce que ça a fait de lire le journal d'Henri. Maître Aubert m'en a envoyé une copie. L'original est resté chez lui pour la procédure. Et je me suis assise à ma table de cuisine, à Riom, un mercredi soir de mars, avec une tasse de thé qui a refroidi pendant que je lisais. Son écriture était la même qu'elle avait toujours été, délibérée, légèrement formelle, l'écriture d'un homme qui avait appris la calligraphie à l'école du village et ne voyait aucune raison de l'abandonner. Les entrées n'étaient pas longues. Ce n'était pas un homme qui utilisait beaucoup de mots quand moins suffisait. Mais elles étaient précises, et elles étaient spécifiques, et elles étaient entièrement, incontestablement Henri. 14 février. Élise a fait de la soupe. Elle a trouvé la recette de marguerite dans le tiroir. Je ne lui avais pas dit pour le tiroir. Elle l'a trouvée seule. 3 mars. Mauvaise journée. Élise s'est assise devant ma porte jusqu'à presque 4 heures du matin. Elle ne savait pas que je l'entendais respirer. Ça m'a aidée. 22 juin. J'ai demandé à Élise si elle regrettait d'être là. Elle a dit non. Je la crois. C'est le genre de personne qui ne dit pas les choses qu'elle ne pense pas. 9 août. Appelé Aubert. Je lui ai parlé du journal. Il le conservera. 25 décembre. Bonne journée. On a fait la daube de Marguerite. J'ai dit à Élise ce que j'ai toujours pensé d'elle. J'espère qu'elle l'a entendu. Elle s'est tue, ce qui veut dire que oui. J'ai relu cette dernière entrée 3 fois. Puis j'ai posé le journal face contre la table et j'ai regardé le plafond un moment. Il avait tout documenté. Pas pour le testament était déjà écrit. Il avait documenté parce qu'il voulait qu'une trace existe, parce qu'il comprenait, de la façon dont les gens qui ont vécu assez longtemps comprennent les choses, que le travail invisible de l'amour a besoin d'un témoin, même si ce témoin n'est qu'un cahier à spirale tenu par un vieil homme avec un stylo plume dans une maison sur une île au milieu d'un lac. La contestation a été abandonnée 6 semaines plus tard. Maître Aubert m'a appelé un mardi matin. Mes mardis, j'ai remarqué, ont tendance à être significatifs, et me l'a annoncé en 4 phrases. La documentation du médecin, le testament daté, et le journal ensemble formaient un dossier sans ambiguïté. L'avocat de Corinne lui avait conseillé de ne pas poursuivre. « C'est terminé », a dit Maître Aubert. « Merci », j'ai dit. « Ne me remerciez pas, j'ai juste gardé le dossier. » J'ai entendu ce qui s'est passé ensuite par Madeleine Cornu, la voisine d'Henri, une institutrice retraitée qui vivait sur la rive est du lac et le connaissait depuis 30 ans et qui m'appelait toutes les 2 ou 3 semaines pour prendre des nouvelles, ce dont j'avais besoin plus que je ne l'avais anticipé.
Madeleine m'a dit que la nouvelle avait circulé dans la communauté autour de Serre-Ponçon, de la façon dont les nouvelles circulent dans les petits endroits au bord de l'eau. Pas par annonce, mais par accumulation. Une conversation à la fois, jusqu'à ce que la forme de la chose soit généralement comprise, sans que personne ait tenu de réunion. Les gens savaient qu'Henri avait laissé l'île à la petite fille qui était là. Les gens savaient que l'autre petite fille avait contesté et avait perdu. Les gens savaient ce que ça voulait dire. Madeleine n'a pas commenté. Elle m'a juste dit ce qu'elle avait entendu. Mais vers la fin de l'appel, elle a dit doucement « Les gens avaient un grand respect pour lui, et tout l'hiver, ils pouvaient voir la lumière allumée dans la maison. » Je n'ai pas célébré. Ce n'est pas quelque chose que je sais faire avec la souffrance de quelqu'un avec qui j'ai grandi, même quand cette souffrance est la conséquence de ses propres choix. Ce que j'ai ressenti, c'est quelque chose de plus proche d'un soulagement triste et précis. Le soulagement d'une histoire qui arrive à sa vraie forme, même quand la vraie forme coûte quelque chose à tout le monde. Mon père est dans une unité de soins spécialisée à Clermont-Ferrand. Je lui rends visite toutes les semaines. Il ne me reconnaît pas toujours. Certains jours, il croit que je suis ma mère, ce qui est un deuil d'une texture bien particulière. Mais certains jours, il me regarde et dit mon prénom, Élise. Et je reste avec lui, et on regarde ce qu'il y a à la télévision, et parfois, il tient ma main sans savoir qu'il le fait. Je te dis ça parce que je pense qu'il serait facile d'entendre cette histoire et de croire que je suis devenue quelqu'un qui a arrêté d'être disponible pour des gens qui ne l'ont pas mérité pleinement. Que j'ai appris une leçon sur le fait de ne donner qu'à ceux qui rendent, sur la protection de son énergie, sur l'arithmétique transactionnelle de l'amour. Ce serait une histoire plus simple. Ce ne serait pas la mienne. Je suis encore là. Je sais juste maintenant que l'être est un choix, que ce n'est pas une inévitabilité inscrite dans mon caractère par le hasard, d'être la facile, la flexible, celle sans enfant. C'est quelque chose que je décide, chaque fois, en sachant pleinement ce que ça coûte et ce que ça signifie. Cette distinction, entre une vie qui t'arrive et une vie que tu continues de choisir, c'est la chose que le journal d'Henri a rendue réelle pour moi, d'une façon que rien d'autre n'avait faite. Corinne m'a appelée en avril. C'était la première fois qu'on se parlait depuis la lecture. Elle a appelé un dimanche matin et j'ai vu son nom sur l'écran et j'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Pas par spite, mais parce que j'avais besoin de ces 2 sonneries pour décider qui j'allais être dans cette conversation. J'ai décroché. Elle n'a pas dit pardon exactement. Corinne ne fait pas les excuses exactes. Elle fait quelque chose d'adjacent, quelque chose qui reconnaît une vérité sans l'habiter complètement. Elle a dit « Je pense que je me suis mal comportée ». J'ai dit « Oui, tu t'es mal comportée ». Silence. « Je ne pouvais pas être là », a-t-elle dit, « avec lui comme ça. Je ne pouvais pas regarder ça. » « Je sais », j'ai dit. Et je savais vraiment. C'était la partie compliquée. J'aurais dû trouver un moyen. Oui. Un autre silence. Puis, la maison va bien? L'île? Et quelque chose dans cette question. Sa petitesse, son côté domestique, le fait que c'était la seule façon qu'elle avait de me demander si j'allais bien, m'a fait ressentir quelque chose qui n'était pas de la chaleur exactement, mais qui lui était adjacent. Le résidu d'une enfance partagée. Les 2 gâteaux du commerce et les 2 façons différentes de survivre au même appartement. La maison va bien, j'ai dit. L'embarcadère a besoin de travaux au printemps. Henri l'aurait fait lui-même, a-t-elle dit. Oui, j'ai dit. Il l'aurait fait. On a parlé encore 11 minutes. Pas du testament, pas de l'avocat, pas de rien de tout ça. On a parlé de notre père, l'établissement, les bons jours, la façon dont il tient parfois la main de quelqu'un sans savoir qu'il le fait. Ce n'était pas une réconciliation. C'était quelque chose de plus honnête que ça. 2 personnes qui partagent une histoire, reconnaissant que l'histoire est réelle, sans prétendre que le reste ne l'est pas. Je ne sais pas ce que Corinne et moi serons l'une pour l'autre à l'avenir. Je ne joue pas le pardon et je ne joue pas la distance. Je laisse juste être ce que c'est, un appel du dimanche à la fois, et je vois ce que ça devient.
Je suis retournée sur l'île en mai. L'artisan avait fait les travaux de structure pendant l'hiver. Nouvelle isolation, électricité mise aux normes, l'embarcadère réparé et prolongé légèrement plus loin qu'avant. Je suis descendue du bateau un mardi matin avec 9 cartons et un sac de voyage, et une plante que j'avais maintenue en vie dans mon appartement de Rion pendant 4 ans et qui méritait, j'avais décidé, de vivre quelque part avec une meilleure lumière. La maison sentait le bois et l'air froid, et quelque chose en dessous que je n'ai pas pu nommer pendant les premiers jours, et que j'ai reconnu le 4e matin. Elle sentait lui. Pas un parfum, pas quelque chose de précis, juste l'atmosphère particulière d'une vie vécue délibérément dans un endroit pendant très longtemps. J'ai posé le journal de soins sur la table de cuisine. J'ai remis la boîte de recettes de Marguerite dans le tiroir où je l'avais trouvée. J'ai posé ma montre sur l'étagère à côté de celle d'Henri, que j'avais rapportée du continent dans une petite pochette en velours que Maître Aubert m'avait donnée lors de notre dernière rencontre. 2 montres, la même étagère, la même lumière. J'ai fait du café. Je me suis tenue à la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé le lac faire ce que fait le lac, bouger, constamment, dans toutes les directions, sans aucun souci apparent pour ce que quelqu'un sur la rive pourrait préférer. J'ai pensé à Henri. Pas à son manque exactement, même si il me manque, chaque jour, de la façon spécifique et ordinaire dont manque quelqu'un qui était ton repère le plus sûr. J'ai pensé à ce qu'il avait dit sur l'embarcadère en juillet, des années avant tout ça. Tout ce que j'ai jamais construit, je l'ai construit parce que j'espérais qu'un jour, quelqu'un qui en valait la peine voudrait s'y tenir. Je suis là. Je le sais maintenant. Pas comme une récompense, pas comme un verdict sur quelqu'un d'autre, mais simplement comme la chose la plus vraie sur où je suis. J'ai 34 ans. J'ai une Renault Clio avec 134 000 km au compteur. J'ai une plante sur le rebord de la fenêtre qui se porte déjà mieux dans cette lumière. J'ai une table de cuisine et un journal Marine et 2 montres sur une étagère et une vue sur l'eau qui va jusqu'à l'horizon. Et j'ai, pour la première fois de ma vie, la sensation spécifique et sans hâte d'être exactement là où j'ai décidé d'être. Je m'appelle Élise Marchetti, j'ai 34 ans, et pour la première fois, cette phrase me semble complète. Mais laisse-moi te dire ce que je n'ai pas encore dit. Parce que j'ai raconté les grandes choses, le testament, le document, le journal, et il y a une petite chose que je n'ai pas encore dite, et c'est peut-être la plus importante. Le lendemain de mon retour sur l'île, je me suis levée avant le soleil. Pas parce que je n'arrivais pas à dormir, j'avais dormi, vraiment dormi, pour la première fois depuis des semaines. Je me suis levée parce que quelque chose m'avait réveillée et je savais, avant même d'ouvrir les yeux, ce que c'était. L'air du lac le matin. J'ai mis du café à chauffer. J'ai pris un manteau sur le crochet derrière la porte, le vieux manteau en laine vert d'Henri, encore suspendu là où il l'avait toujours mis et que personne n'avait pensé à déplacer. Je l'ai mis. Il était trop large aux épaules et sentait encore faiblement le bois et le froid, et je l'ai mis quand même, et j'ai pris ma tasse, et je suis sortie. Je me suis tenue sur l'embarcadère dans le noir qui commence à peine à se défaire. Le lac était lisse et gris acier. Les montagnes de l'autre rive étaient des ombres. Il n'y avait pas un bruit, sauf l'eau contre les piliers en bois, ce son régulier et patient qui ne demande rien. J'ai pensé à Henri debout ici. Pas à sa mort, pas à sa maladie, à lui debout ici, à 30 ans, 40 ans, 60 ans, regardant le même lac et pensant ses propres pensées que je ne connaîtrai jamais complètement. À lui construisant cet embarcadère par section, pièce par pièce, parce qu'il pensait que quelqu'un qui en valait la peine voudrait un jour s'y tenir. Je me suis demandé s'il s'était jamais douté que ce serait moi, et puis, doucement, j'ai arrêté de me le demander. Parce que la réponse n'avait pas d'importance. Ce qui avait de l'importance, c'était que j'étais là, que je l'avais décidé, que cette décision m'appartenait entièrement, pas parce que Corinne n'avait pas voulu, pas parce que j'avais été assignée,
pas parce que j'étais la facile et la flexible et celle sans enfant, mais parce que j'avais fait un choix, au bord d'un lac froid un jeudi d'avril, les bras chargés de carton, le cœur chargé de tout le reste, et que ce choix m'avait mené ici. Le soleil a commencé à toucher le haut des montagnes. D'abord une ligne, puis une teinte, puis la lumière qui descend le long des pentes vers l'eau, et change tout doucement la couleur du lac, du gris vers quelque chose que je n'ai toujours pas de mots pour décrire. Pas doré, pas rose, quelque chose entre les deux qui n'existe que quelques minutes et que tu rates si tu regardes ailleurs. Je n'ai pas regardé ailleurs. Il y a une chose que j'ai faite avant de quitter Rion définitivement. Une chose qui ne s'inscrit dans aucune des grandes étapes de cette histoire. Pas le testament, pas le journal, pas l'appel du dimanche avec Corinne. Une chose petite. Je suis retournée voir ma mère. Pas pour lui parler du testament, pas pour lui expliquer quoi que ce soit. Elle savait déjà. Je lui avais tout raconté, en plusieurs appels du dimanche soir au fil des semaines. Elle avait écouté avec le silence de quelqu'un qui reconnaît une histoire qu'elle a vue se construire depuis le début, mais qu'elle ne savait pas comment arrêter. Je suis allée la voir parce que je voulais m'asseoir à sa table de cuisine. La même table, pas la même que celle d'Henri, une table en formica beige avec des petites marques de tasses en dessous, dans cet appartement d'Aurillac où tout avait commencé. Je voulais boire un café avec elle et ne rien expliquer du tout. C'est ce qu'on a fait. On a bu du café. Elle m'a montré le jardin sur le balcon. Elle avait des tomates cette année, première fois depuis longtemps. Je lui ai dit qu'elles avaient l'air bien. Elle a dit qu'elle ne savait pas encore si elles tiendraient. On a regardé les tomates un moment ensemble, côte à côte sur le petit balcon qui donne sur la rue en pente. Puis elle a posé sa tasse et elle a dit, sans me regarder, « Ton grand-père t'a toujours vue, tu sais, depuis que tu étais petite. Il m'a dit une fois, tu avais peut-être 12 ans, il m'a dit « Celle-là, elle sera toujours là quand ça compte. » Je ne savais pas ce qu'il voulait dire à l'époque. Elle a repris sa tasse. Maintenant je sais. Je n'ai rien dit. Je n'avais pas besoin de dire quelque chose. On a regardé les tomates encore un peu, et puis on est rentré à l'intérieur parce qu'il commençait à faire frais, et elle a mis de l'eau à chauffer pour un deuxième café, et j'ai pensé, c'est ça aussi, la vie qu'on choisit. Pas seulement les grandes décisions, les deuxièmes cafés, les tomates sur les balcons, les mères qui disent enfin les choses qu'elles portaient depuis 12 ans.